Chers amis de Radio des Sans-Voix, bienvenue dans notre émission hebdomadaire Les Citoyens de demain, notre radio dont l'objectif est la défense et la promotion des droits de l'homme. Souhaite cette semaine vous familiariser avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le siège se trouve à Banjul, en Gambie. En tant que collectif des familles de disparus en Algérie, nous participons à chaque session. Ces sessions se tiennent 2 fois sur une période de 15 jours. En amont de la dernière session, la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, dont Nassira Dutour est la présidente et le CFDA, membre fondateur, a organisé une formation sur les mécanismes africains de protection des droits de l'homme. Le but de la FEMED était de sensibiliser et d'intéresser les militants des droits de l'homme sur l'importance de travailler avec la Commission africaine d'une part, pour ne pas laisser toute la place aux États qui sont toujours présents aux sessions de la Commission et d'autre part, pour améliorer ce mécanisme régional et le renforcer. Je vous invite ainsi à découvrir ce numéro juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Nous avons des associations de la Bosnie, Chypre, d'Espagne, de la Serbie. Ça, c'est pour l'Europe. Au Maghreb, nous avons le Maroc. Nous avons 4 associations marocaines. Et nous avons des associations du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Turquie. J'espère que j'ai oublié personne. Nous avons 26 associations de 12 pays différents aujourd'hui. Et l'objectif de la fédération, c'est unir nos forces, bien sûr, unir nos forces aussi, et donner un visage à la disparition, vraiment donner un vrai visage à la disparition. Et malheureusement, c'est suite à ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays voisins, par exemple en Égypte et en Libye, en Syrie, où il y a de la disparition fait rage, qu'on commence aujourd'hui à parler de disparition. On parlait de disparition dans les années 80, quand les latinos ont fait un backlash sur la disparition, et puis après ça s'est calmé un petit peu. Aujourd'hui, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment dire, parce que c'est pas heureusement, parce qu'il y a des disparus. Aujourd'hui on parle, on a vu l'Égypte qui a fait une grande campagne. On devait avoir des Égyptiens aussi avec nous, mais malheureusement les personnes qui étaient invitées n'ont pas pu se libérer pour qu'ils viennent nous parler un peu de ce qui se passe dans leur pays, mais malheureusement ils ne sont pas là. Voilà. Donc on voit aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme en Afrique, par exemple, c'est surtout les défenseurs des droits de l'homme qui sont arrêtés et disparus. En Gambie, il y a eu, je pense malheureusement qu'il y en a plus que ça, mais les cas emblématiques, c'est 5 journalistes gambiens qui ont été arrêtés il y a quelques années. C'est combien d'années maintenant? Ça doit faire bien 6 ans, 7 ans, ouais, et dont on n'a plus de nouvelles. On a essayé d'aider à ce que ça se sache. Bon, Amnesty a repris leur cas, on a fait informer, à sensibiliser sur ces cas, mais c'est pas pour ça qu'on les a retrouvés. Malheureusement, les associations gambiennes entrées et les journalistes sont terrorisés par le régime en place, ils ont peur de disparaître aussi. J'ai été en Angola où on me parlait de 20 000 disparus. Donc j'ai essayé de voir les associations. Je n'étais pas pour la FEMED, mais j'ai été invitée en tant qu'association algérienne à venir parler de la disparition. Et voilà, on me disait qu'il y a 20 000 disparus, mais il n'y a aucune liste. Donc c'est pas répertorié nulle part, on ne sait pas. Et comment vous savez qu'il y a 20 000? La Ligue, par exemple, en Angola, me disait que voilà, il y a 20 000 disparus, mais on n'a pas de liste. On a trop de problèmes, on a la torture, on a ceci, on a ça, il y a des personnes disparues. Non, mais les personnes disparues sont mortes, alors donc on ne peut plus les faire revenir. Voilà, le raison narratif. Je ne sais pas une raison, elles sont mortes, il faut savoir pourquoi elles sont mortes, comment elles sont mortes, si elles sont vraiment mortes, on ne sait pas, il faut retrouver les corps, il faut faire la vérité et la justice, ce qui nous a amené aussi à la FEMED de nous intéresser à la justice transitionnelle. Nous avons organisé énormément de séminaires et de conférences internationales sur la justice transitionnelle, la notion de vérité et de justice, et les garanties de non-répétition aussi. Donc, qui nous a dit, parce que la vérité est importante pour la famille, la vérité est importante pour l'état de droit, la vérité est importante pour recommencer de nouveau. On ne peut pas recommencer comme on fait dans certains pays, ça y est, on tourne la page, ce qu'on a fait en Algérie, ce qu'on fait au Liban, ce qu'on fait au Maroc, avec l'IER, ce qu'on fait dans beaucoup d'autres pays. En Tunisie aussi, c'est pas très... En Tunisie aussi, Au Congo, j'ai assisté à la cérémonie pour les disparus du beach en 2008. Ça faisait 10 ans qu'ils avaient disparu. J'ai assisté au Congo à cette cérémonie. J'étais invitée.
malheureusement, mais au Burundi, on a mis en place une commission vérité. J'étais au Burundi invitée par l'ambassade de France pour la journée du 8 mars, la journée de la femme. Et j'ai rencontré la commission, j'ai rencontré l'INDH, et la commission, ça faisait 1 an et demi qu'elle était installée, mais elle n'avait pas encore commencé à travailler. Donc nous, la société civile, quand il y a une commission, nous sommes là, nous devons pousser pour que cette commission aboutisse, pour que cette commission réussisse. Si la société civile ne fait rien derrière, voilà. Donc j'ai pris des coordonnées, j'ai pris des mails, j'ai pris des numéros de téléphone et tout ça, surtout de l'INDH, il y avait certains membres, d'où la vice-présidente, je me rappelle, et elle m'a dit j'ai 2 frères disparus et beaucoup d'amis. Et je dis mais justement, il faut pousser pour cette commission de travail et qu'il faut en parler des disparus. Et en rentrant, j'ai envoyé plusieurs mails, elle ne m'a jamais répondu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement, c'est toute personne qui gêne, tout défenseur, toute personne qui gêne, qui parle de démocratie ou qui veut parler, avoir une libre expression, et bien dans des conflits ou dans des questions politiques, on le fait disparaître. On n'a plus de ces nouvelles et la famille reste derrière à attendre. Dans des pays, certains pays en Afrique par exemple, quand j'étais contente d'apprendre qu'en Guinée-Bissau, il y a eu une association de familles disparues qui s'est créée récemment. Sinon, il n'y a aucune association de familles disparues dans toute l'Afrique. Et je sais s'il y a des défenseurs qui sont disparus, s'il y a des défenseurs conseils politiques et conseils des conflits, c'est tout le monde qui passe malheureusement des deux côtés, des groupes armés, des groupes étatiques et des groupes non étatiques. Je vous présente Salvador, qui est de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc il va se présenter aussi, présenter un peu la francophonie, parce que beaucoup ne connaissent pas la francophonie, l'Organisation de la francophonie. Et on remercie la francophonie qui a permis de faciliter cette soutien financier, qui a permis de faciliter cette formation. Merci beaucoup. Alors effectivement, en 2 mots, donc, je m'appelle Salvador Saguet. Je suis suisse. Avant de parler de l'OIF, je voulais vous dire que la question à la fois des disparitions forcées et des défenseurs est pour moi très importante parce que durant 20 ans, j'étais chercheur à Amnesty International sur l'Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé énormément sur les cas de disparition en Casamance, en Côte d'Ivoire, au Mali, et avec beaucoup de défenseurs. Donc c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup et je suis très heureux d'assister à cet atelier. Bon, l'OIF, vous le savez peut-être, c'est une relation intergouvernementale qui réunit 80 États et gouvernements qui ont en partage le français ou qui ont une volonté de diffuser le français. Donc il y a évidemment le bloc des pays dits francophones, c'est-à-dire les 4 ou 5 pays du Nord, Canada, Belgique, Suisse, France. Évidemment, il y a les 25-26 pays du continent africain, Haïti, le Cambodge, le Vietnam et le Laos. Et puis autour, il y a toute une série de pays, en Europe centrale et orientale, par exemple, la Hongrie, l'Albanie, la Grèce, mais également certains pays d'Amérique latine qui maintenant rejoignent l'OIF, comme le Mexique, comme le Costa Rica. Et donc c'est une organisation qui est assez intéressante parce qu'elle dépasse les clivages régionaux. C'est une organisation qui est présente sur les 5 continents et dont l'objectif n'est pas d'imposer la langue française, mais d'abord de véhiculer ce bel outil qui nous permet de parler, et puis aussi de prôner la diversité linguistique. Parce que dans beaucoup de nos opérations, nous facilitons notamment la traduction de nos documents dans des langues nationales. Nous n'avons évidemment rien contre l'anglais, qui est une très belle langue, mais on estime que ce serait dommage que le monde entier ne parle qu'anglais. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je travaille au sein de la direction des affaires politiques et gouvernance démocratique, qui est donc la direction des affaires politiques. Et au sein de cette direction, il y a un pôle droits de l'homme qui s'occupe de prôner et de promouvoir les principes de droits de l'homme que sont la liberté d'expression, que sont la justice traditionnelle, que sont l'abolition de la peine de mort, que sont la lutte contre la torture, la protection des défenseurs des droits de l'homme, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, etc. Et c'est dans ce cadre donc, que nous travaillons avec ACERA, et voilà, c'est dans ce cadre-là que nous soutenons ce type d'atelier, parce que nous sommes important effectivement qu'au sein du monde francophone, il y ait un partage d'expérience entre des gens qui viennent d'Afrique centrale, qui viennent
du Maghreb et d'autres pays, pour qu'on puisse apprendre les uns des autres, et peut-être de cela peut sortir des idées et de nouvelles stratégies. Que mes collègues qui disaient que c'était dur, mais depuis ça s'est beaucoup amélioré avec la FIDH, Amnesty, Human Rights Watch et d'autres associations africaines. Nous avons créé un réseau. Nous avons un réseau. Là, il s'opère un petit peu, mais on a beaucoup travaillé dans ce réseau. Et pour que la commission, pour qu'à la tête de la commission, dans le président de la commission, ce ne soit plus une personne qui soit membre de l'État. Parce que moi, quand j'ai connu la commission, c'était le président, c'était Zarba, qui était un Algérien, qui était en même temps ambassadeur en Libye, et en même temps président de la commission des droits de l'homme. Vous voyez un petit peu la contradiction. Donc on a beaucoup bataillé pour que la personne qui soit présidente ou qui soit président de la commission africaine soit un membre indépendant, même si c'est nommé par les États, ça c'est obligatoire, même proposé par les États, mais qu'elle soit indépendante. Donc depuis, nous n'avons plus eu tous les présidentes, souvent c'est des présidentes qui ont été des personnes indépendantes. Nous nous sommes battus après pour qu'il y ait un groupe de travail sur la disparition forcée en Afrique. Là, nous n'avons pas réussi parce que, bon, on a essayé. J'avais même organisé en tant que tel, il y a un side event, un gros side event de plusieurs heures il y a quelques années où nous avons invité des associations africaines, Namibie et Tchad et Tchad, sur la disparition forcée en Afrique et sur les défenseurs qui disparaissent en Afrique. Tout ça pour sensibiliser. Nous avons mené une campagne aussi avec un rapport auprès des commissaires et tout ça. Mais quand même, n'empêche que la dernière session où j'ai participé, eh bien, il y a eu quand même 3 commissaires, dont celui que vous avez vu tout à l'heure dans le couloir de chercher la réunion de l'ONU, qui ont dans leur rapport, dont vous allez apprendre un petit peu tout ça tout à l'heure, durant ces 2 jours, mais qui les commissaires présentent leur rapport selon leur mandat. Et il y a 3 commissaires dans leur mandat. Dans Gansou, Mme Reine Alapou Gansou, qui est la rapporteure pour les défenseurs, elle a fait au moins la moitié de son rapport sur les disparitions en Afrique. Il y a des autres rapporteurs qui ont parlé de disparition, alors qu'avant, ça ne parlait pas du tout, on ne voulait pas du tout en parler. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je me suis aperçue aussi qu'avec mes amis marocains, tunisiens, qui sont venus parfois participer, mais invités par un village ou par Amnesty, qu'ils avaient beaucoup de. Ils prenaient beaucoup de recul vis-à-vis de la commission. Donc, nous nous sommes dit que nous voulons intéresser. Il faut que cette commission, même si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle a beaucoup progressé, mais il faut que surtout les gens du nord de l'Afrique s'intéressent à cette commission, participent à cette commission, viennent faire des déclarations, soient présents et soient visibles dans cette commission, et essayer tous ensemble d'améliorer ces mécanismes, pas seulement parce qu'il n'y a pas seulement que la commission dans les mécanismes africains, dans ces mécanismes africains. Donc nous voulons, ce que nous essayons de faire, c'est de faire connaître les mécanismes africains, et pour que c'est pour que c'est pas pour qu'une fois on est parti, ça y est, on oublie ce qu'on a appris ici, c'est pour que plus tard, après cette formation, on continue à faire le suivi de cette formation et qu'on utilise ces mécanismes pour défendre nos droits et les droits de l'homme dans nos pays. Le phénomène en tant que pratique du gouvernement n'existe pas, mais il y avait quelques cas séparés. C'est-à-dire que ce n'était pas une méthode systématique. Voilà. Donc quelques cas qui n'étaient pas aboutis à la disparition totale, à la mort. Donc des disparitions d'une journée, de 2-3 jours, et surtout lors du mouvement perspectiviste, des perspectives, ou celle des islamistes. Il y avait la cave du ministère de l'Intérieur, qui est maintenant ouverte au public pour la mémoire du peuple tunisien, là où on mettait les gens pour une journée ou 2, et c'était la torture totale. Il n'y avait ni lumière, ni rien. Donc l'humidité, et il y a surtout les islamistes qui ont vu
qui ont suivi. Oui, des tortures, des violences. Comment savoir s'il y avait ces cas, comment les connaître? Tant qu'il n'y avait pas l'ouverture de l'archive nationale, tant qu'on n'a pas des noms, tant qu'il n'y avait pas la vérité dont parlait Yvette, il n'y a pas même l'instance de dignité, de vérité et de dignité, n'a pas vraiment ouvert les dossiers convenablement. Donc on voyait que c'était... il traite d'une manière superficielle le sujet. Bon, mais reste que ce n'est pas très lourd et ce sont des cas éparpillés, surtout localisés à la capitale, à Tunis. Je me rappelle, lors de la révolution, les premiers jours de la révolution tunisienne, c'était le 20-21 décembre 2010, j'avais deux collègues, le martyr Chokri Gaïd et Abdelaouf Laïd, qui est après devenu, je ne sais pas si vous entendez le nom, c'est quelqu'un de très connu en Tunisie, était membre aussi de l'Assemblée constituante, qui ont été kidnappés devant la cour. Donc, juste en entrant au tribunal, ils ont été kidnappés pour leur dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire, parce que il y avait un mot pour les avocats, ils pèsent quoi. Donc ils étaient kidnappés, puis après 3 heures de torture, dans la voiture de policiers eux-mêmes, donc juste à côté du tribunal. Et puis ils les ont libérés. Ils étaient avec des vêtements. Et il y a une séquence vidéo, si vous cherchez. Il y avait une séquence vidéo là où il y a des vêtements déchirés avec des coups de poing et des taches, exactement. Bon, c'est-à-dire la disparition forcée, c'est pas... C'est systématique. C'est systématique. Le phénomène, en tant que phénomène, n'existe pas, mais il y a quelques cas rares que nous attendons que l'instance de dignité et vérité ouvre l'archive et nous donne la vérité sur le nombre. Bon, il y a une estimation de 36 cas selon l'instance, 36 cas de disparus. Mais ce n'est pas une disparition totale. Donc c'était momentané, d'une journée, de 2 jours, voire de 3 jours. Juste une remarque. Comme la Tunisie après la Révolution. Et ce qui nous avons des soucis concernant la loi antiterroriste. Au nom de la lutte contre le terrorisme, on prévoit une quinzaine de jours de détention provisoire. Donc, le délai normal en Tunisie maintenant, en 2016, c'est 48 heures, et c'est conforme aux normes et standards internationaux. Mais concernant les dossiers tachés de terrorisme, c'est 15 jours. Et c'est non, c'est provisoire. Oui, c'est à 15 jours. Et il y a une clause dans la loi antiterroriste. Il y a 48 heures, des premiers 48 heures, on n'a pas droit à la visite, ni d'un avocat, ni de la famille. Donc, ces 48 heures peuvent être qualifiées de disparition forcée. Donc, je ne sais pas, par exemple, il y a des familles qui viennent et disent je ne sais pas, mon mari était pris hier, mais je ne sais pas où il est. Et c'est centralisé aussi les procédures, même les gendarmes, les policiers, c'est centralisé à Tunis. C'est-à-dire si quelqu'un est arrêté à Médine, par exemple, il va être obligatoirement ramené à Tunis. Donc là aussi, à 500 km. Oui, à 500 et à 15 jours aussi. Oui.